C'est une maladie silencieuse qui se développe la plupart du temps sans douleur ni gêne et pourtant le glaucome est la première cause de cécité en France. 1 million de personnes sont concernées, le plus souvent après l'âge de 45 ans. Quels sont les différents types de glaucome? Comment se faire dépister? Quels sont les traitements aujourd'hui disponibles? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Wael Souedan, qui est chirurgien ophtalmologiste à l'hôpital Cochin, c'est à Paris. Bonjour. Bonjour. Et puis pour témoigner avec nous, Isabelle Colonna Delega. Bonjour. Bonjour. Juste avant de répondre aux questions et de vous écouter, un petit rappel d'abord de l'anatomie de l'œil. Alors, vous avez un œil, un schéma d'un œil qu'on voit en coupe. Ici, c'est l'arrière et vers vous, Marina, c'est l'avant. Alors, les rayons lumineux vont passer, les rayons lumineux, on les a schématisés avec les traits blancs. Voilà, vont passer d'abord par la cornée, puis l'iris, vont venir percuter ici le cristallin. Le cristallin, vous savez, c'est cette lentille qui va converger justement et faire en sorte que les rayons arrivent pile net sur la rétine. Et puis, sur la rétine, on a ce qu'on appelle des photorécepteurs qui vont transformer le signal lumineux en signal électrique. Le signal électrique va venir ici sur le nerf optique, puis arriver au niveau du cerveau, ou le cerveau qui va créer l'image. Alors on va regarder en plus gros plan cette partie. C'était pas mal. Cette partie-là, voilà, cette partie antérieure, vous voyez. Et ce qui nous importe ici aujourd'hui, c'est que l'œil produit en permanence un liquide qu'on appelle l'humeur aqueuse, qui vous est schématisé ici en bleu, dont le rôle est de nourrir l'œil, d'éliminer les déchets et de réguler la pression à l'intérieur de l'œil. Alors ce liquide, comme on le voit sur le schéma, il est sécrété, il est produit, il est synthétisé par la chambre postérieure. Il va passer ici au niveau de la pupille et venir au niveau de la chambre antérieure. La chambre antérieure de l'œil, c'est celle qui est comprise entre la cornée ici devant et puis le cristallin derrière. Voilà, et normalement, il est évacué par ce petit conduit qui est là, vous voyez, et qui est au point de jonction entre l'iris et la cornée. Ça, c'est quand tout va bien, mais parfois, ce liquide s'évacue mal. Vous voyez, là, il est bien produit. Il s'évacue mal, donc il va venir évidemment s'accumuler dans la chambre antérieure. La pression dans l'œil va augmenter de manière anormale. C'est le début donc de ce qu'on appelle un glaucome. Il y en a deux types, on va le voir tout à l'heure pendant l'émission, mais le plus courant, il faut le dire, c'est le glaucome qu'on dit à angle ouvert. Oui, dans ce cas-là, effectivement, il va y avoir une raréfaction du débit, une augmentation de la pression qui va d'abord toucher la chambre antérieure, ici l'antérieur de l'œil, avec une pression ici au niveau de la cornée, puis petit à petit venir sur la partie postérieure et atteindre le nerf optique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, donc l'angle ouvert, ça arrive vraiment petit à petit. Donc au début, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de modification du champ visuel, mais petit à petit, si on laisse les choses dégénérer, on va regarder ce que vous verrez quelqu'un qui a un glaucome, c'est-à-dire qu'ici la partie périphérique de la vision est complètement altérée. Et si on laisse les choses sans traitement, effectivement, on peut avoir une cécité. Alors, Isabelle, on vous a traité pour un problème de pression oculaire depuis très longtemps. Oui. Ça a commencé quand, vos problèmes? Ça a commencé dans les années 90 par des collyres, tout simplement. Et vous avez détecté pourquoi un problème de pression oculaire? Comme ça, lors d'une visite régulière chez mon ophtalmo, on avait détecté que j'avais la tension intraoculaire. Donc vous ne sentiez rien? Non, moi je ne sentais rien. Et puis ça s'est beaucoup aggravé en 2013. Jusqu'à 2013, vous avez eu que des collyres? Après, c'était que des collyres. D'accord. Voilà. Et puis, qui faisaient baisser la tension? Qui faisaient baisser la tension régulièrement. Et puis, en 2013, j'ai commencé à avoir des poussées de tension beaucoup plus importantes. Les collyres n'arrivaient pas à la contrôler. Et donc, il a fallu que, d'abord, j'aille trouver un ophtalmo spécialisé, puisqu'en fait, il y a des ophtalmos spécialisés glaucome. Et voilà. Et là... on a commencé les différents traitements, laser pour commencer. Et puis ensuite, on a essayé de regarder d'où venait en fait cette tension, puisque c'était un glaucome à angle ouvert. Et jusqu'à une sclérectomie en fait en 2015. On va expliquer tout ça bien évidemment dans quelques instants. Juste puisque vous venez de parler de glaucome à angle ouvert et qu'il y en a un autre, on peut juste préciser ce qu'est le glaucome à angle fermé, qui est nettement plus rare. Et plus grave. Plus rare, c'est à peu près un glaucome sur 10, si mes pourcentages sont bons. Et ça va être un glaucome, avec votre schéma, on l'aurait très bien vu, où l'iris vient s'accoler contre la cornée et boucher ce fameux canal par lequel s'évacue l'humeur aqueuse. Et là, l'humeur aqueuse ne s'évacuant plus du tout,
Là, pour le coup, on a une hausse de pression en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, qui va passer en dessous de 20 à 50, 60. Et là, on n'est pas du tout dans un caractère chronique comme on a pu avoir chez madame. On est vraiment dans l'urgence. Et ce sont des patients, exactement, ce sont des patients qui vont consulter aux urgences avec un tableau de glaucome très aigu, d'énormes douleurs, maux de tête, voire des vomissements. On va commencer avec les questions. Peut-on souffrir d'un glaucome même si l'intention oculaire est normale ? Et oui, absolument. C'est là où cette maladie est très vicieuse, c'est que la mesure de la pression oculaire n'est pas suffisante pour dépister un glaucome. C'est également l'analyse du nerf optique lors de l'examen chez l'ophtalmo avec le fond d'œil, voire l'examen du champ visuel qui vont pouvoir nous renseigner si certaines personnes sont atteintes ou pas. Richard demande quels sont les facteurs de risque. On m'a enlevé la question, mais c'est pas grave, je vais la retrouver. Quels sont les facteurs de risque en dehors de l'âge et de l'hérédité ? D'abord, l'hérédité, c'est effectivement un facteur de risque ? L'hérédité, effectivement, oui. Si on a des patients qui sont touchés au premier degré, surtout, on demande souvent à nos patients glaucomateux de faire surveiller leur famille. L'âge à partir de 40-45 ans, comme vous avez dit. Les patients qui ont des myopies fortes aussi, on a tendance à les surveiller assez régulièrement, même avant 40 ans, évidemment. Et puis après, on va retrouver certains facteurs de risque qui sont des facteurs de risque cardiovasculaires, qui sont tout ce qui est diabète, obésité, syndrome d'apnée du sommeil. C'est des patients qu'on va surveiller plus facilement. Le tabac, c'est un facteur de risque, le glaucome ? C'est un facteur de risque cardiovasculaire, oui. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment authentifié comme facteur de risque du glaucome. Quand vous dites surveiller régulièrement, ça veut dire quoi concrètement ? Une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 5 ans, d'aller voir chez l'ophtalmo pour un fond d'œil classiquement, chez un patient qui présente des facteurs de risque de glaucome, on va faire un suivi annuel s'il n'a aucun signe qui va nous inquiéter. Et si on a le moindre doute, si on a l'impression qu'il y a une petite perte en fibre optique qui peut être évocatrice d'un glaucome, à ce moment-là, on va le revoir beaucoup plus rapidement, tous les 3 mois ou 6 mois, et adapter le suivi en fonction de son examen. Chris demande, quand un glaucome est détecté, à quelle fréquence faut-il programmer des examens et comment aider la personne souffrant du glaucome ? C'est effectivement des gouttes à prendre tous les jours ? Exactement. Lors de la première consultation, quand le diagnostic est posé, les premiers rendez-vous vont être relativement rapprochés. On fait le contrôle suivant à 3-4 mois. Avec un champ visuel, un examen des fibres optiques pour voir quelle est la cinétique d'évolution, parce que chaque glaucome évolue différemment. Il y en a qui vont être beaucoup plus longs à évoluer, alors que certains vont évoluer sur un mode plus rapide et vont nécessiter une thérapeutique un petit peu plus intensive. Et donc, classiquement, après un premier rendez-vous, on les voit à 3 mois, pour déjà avoir une idée de cette cinétique. Et puis, si tout va bien, si tout se stabilise avec les collyres qu'on a institués, à ce moment-là, on fera des contrôles tous les 6 mois. C'est unilatéral ou ça peut être bilatéral ? C'est souvent bilatéral, mais on peut observer des glaucomes asymétriques, voire unilatéraux. Question de Violine, est-ce que le laser est efficace pour traiter un glaucome ? On regarde un petit reportage ? Oui, parce qu'effectivement, quand le diagnostic du glaucome a pu être effectué précocement, le suivi est essentiel pour éviter que la pathologie ne s'aggrave. Notre équipe a suivi Martine lors d'une consultation. Vous voyez ce reportage, Marie Guyot et Timothée Derex. Martine souffre d'un glaucome. Ces symptômes ont débuté il y a 25 ans. J'ai commencé à avoir des picotements aux yeux, être fatiguée et avoir la vue qui baisse de façon très importante. Ça peut me gêner au niveau de la vision, surtout périphérique. C'est ce qui me gêne actuellement. Ça peut être pas pendant la conduite, mais surtout au moment où je dois me garer, faire des créneaux. C'est un peu gênant. Dans la vie de tous les jours, il peut y avoir des objets très près de moi, sur le côté que je ne vois pas forcément. Martine suit un traitement quotidien à base de collyres, qu'elle trouve contraignant et supporte de plus en plus mal. Bonjour madame, donc vous venez comme prévu pour votre consultation de suivi. Tout à fait. Voilà, donc vous allez venir avec moi. 2 fois par an, Martine se rend chez son ophtalmologiste pour un rendez-vous de contrôle. Je vais prendre votre tension oculaire. Donc vous savez qu'il y a l'inconfort d'avoir un petit appareil qui s'approche tout près de l'œil pour prendre la tension oculaire. Très bien. Donc maintenant je vais examiner le nerf optique avec la lentille d'examen. Alors la consultation consiste donc à vérifier la pression intraoculaire et vérifier s'il n'y a pas eu de progression des déficits du champ visuel ou progression de la perte en fibres. S'il y a un des paramètres qui ne va pas bien, il faut changer de stratégie thérapeutique et savoir proposer précocement des traitements au laser ou des interventions chirurgicales afin d'éviter la progression du glaucome. Madame, malgré les gouttes que vous instillez, la tension demeure encore un peu élevée
Et les examens que vous avez réalisés pour le suivi de votre glaucome montrent qu'il faudrait envisager de faire baisser plus la pression intraoculaire que ce que nous avons obtenu avec les gouttes et que nous pourrions envisager une séance de laser dans les 2 yeux pour à la fois baisser la pression intraoculaire et en plus pouvoir alléger votre traitement. Cette intervention s'appelle une trabéculoplastie et ne dure que quelques minutes. Donc on va mettre la petite lentille sur l'œil, ouvrez grand. Voilà, vous n'allez pas sentir plus que ça. Ça va? Très bien, donc là on est parfait. Donc vous vous détendez, vous vous relaxez, pensez à quelque chose d'agréable. Voilà, l'intervention est en train de se passer et se passe très très bien. Ce traitement consiste à faire baisser la pression intraoculaire pour éviter une détérioration du nerf optique. Le laser envoie des impulsions au niveau du trabéculum qui va être remanié de façon chimique. Donc l'action du laser est en fait plus chimique que mécanique et va permettre d'élargir en fait les mailles de cette zone où sort l'humeur aqueuse pour avoir plus de liquide qui sort de l'œil, donc moins de liquide dans l'œil et donc moins de pression à l'intérieur de l'œil. Très bien, écoutez, tout s'est très bien passé. On se revoit donc dans un mois pour faire le laser de l'autre côté. Oui, là, ça va bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Je vous Passez dis dans une bonne un mois. fin de journée. Au revoir, madame. Vous également, au revoir. Je vous en prie. Cette séance de laser devrait permettre à Martine de diminuer son traitement de moitié. Vous avez eu plusieurs séances de laser? Oui, beaucoup de séances de laser. À chaque fois, c'est quitte au double, hein. Ça améliore ou ça n'améliore pas. Mais bon, globalement, ça a amélioré. Et on a beaucoup attendu pour vous opérer parce qu'en fait, il fallait que le nerf optique n'était pas touché, c'est ça? Oui, tout à fait. Et pourquoi on attend dans ce cas-là? Ça va être assez difficile, assez délicat d'aller proposer des interventions à des patients qui ont une tension intraoculaire élevée sans atteinte du nerf optique, parce que la définition même du glaucome, c'est qu'il y a une atteinte du nerf optique. Donc traiter une tension isolée par des collyres, ça c'est encore acceptable, mais passer sur un versant chirurgical, ça veut dire qu'on impose aux patients les risques également de la chirurgie. Le bénéfice, c'est de protéger son nerf optique sur le long terme, mais les risques, c'est aussi tous les risques émanant de la chirurgie qui ne sont jamais égaux à 0. Et votre vision n'était pas du tout altérée? Non. À ce moment-là, d'accord. Une question de Serge, les ultrasons constituent-ils un traitement efficace? Alors le traitement par ultrason, c'est un traitement qui marche bien, mais qu'on réserve vraiment en 3e intention dans le traitement du glaucome. Parce que c'est un traitement qui va avoir tendance à détruire, à affaiblir le corps ciliaire qui produit l'humeur aqueuse dans l'œil, alors que tous les autres traitements que l'on a ont plutôt tendance à augmenter la résorption de l'humeur aqueuse. Et dans la mesure où on a quand même besoin que l'œil ait un certain tonus, on ne veut pas que l'œil soit tout plat avec un tonus à 0, c'est vraiment des traitements qu'on réserve plutôt en seconde ligne. Aïda a un souci, elle demande ce qu'on peut faire quand on a de la tension et qu'on ne supporte pas le traitement à base de gouttes. Elle souffre de vertiges et de vomissements. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de produits différents éventuellement. Alors effectivement, les collyres ont plein d'effets secondaires, notamment l'irritation. C'est à nouveau ce rapport bénéfice-risque qu'on a en donnant les collyres ou en passant à l'étape suivante. Les vertiges et vomissements, par quel mécanisme? Vertiges et vomissements, c'est plus souvent un effet secondaire d'une pression intraoculaire élevée. D'accord. Mais d'ailleurs, je pense que Madame en présentait quelques-uns au moment de ces crises de tension aiguë. Et plus qu'un effet des collyres, après, forcément, les collyres peuvent donner des effets secondaires chez nos patients. À ce moment-là, chez un patient qui tolère vraiment aucune des gouttes qu'on peut lui donner, à ce moment-là, on peut discuter, comme dans le reportage qu'on vient de voir, de réaliser une séance de laser, voire même à l'extrême de passer d'un côté chirurgical. Lors des poussées tensionnelles, effectivement, vous aviez des vomissements? Des nausées, des douleurs, mal à la tête et beaucoup de mal à la nuque. Et des halos, en fait, parce que la cornée est compressée. Comme la cornée est compressée, ça déforme, en fait, la vision. D'accord. Mon père a eu un glaucome et c'est héréditaire, j'ai 67 ans et un début de cataracte. On l'a déjà évoqué, mais... Ouais. Oui, effectivement, le glaucome l'hérédité joue un grand rôle dans le glaucome. C'est un des facteurs de risque de survenue d'un glaucome. La cataracte est totalement indépendante dans le cas de ce monsieur. Donc effectivement, il faut, chez tous les parents qui ont un glaucome dans leur famille, c'est bien de se faire dépister.
J'ai entendu dire que certaines postures de yoga sont interdites en cas de glaucome. Est-ce que c'est vrai et lesquelles? Vous n'êtes peut-être pas professeur de yoga, mais... Je suis pas professeur de yoga, mais effectivement, alors que ce soit yoga ou n'importe quel sport, on va être amené à faire le poirier, au yoga, le chien tête en bas ou je ne sais quoi. On va avoir tendance, de façon très transitoire, à augmenter la pression intraoculaire. On a mesuré que la pression intraoculaire augmentait. De là à dire que ça va avoir des conséquences importantes sur le nerf optique sur le long terme, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que le principe de précaution fait qu'on peut demander d'éviter ces postures. C'est du chien tête en bas, c'est ça. Ouais. On nous demande en quoi consiste la chirurgie du glaucome. On regarde d'abord l'intervention. Oui, effectivement, puisque dans certains cas, quand les traitements à base de gouttes ou au laser ne suffisent pas, une opération du glaucome est possible. Marie Guillot et Benoît Lordelot ont suivi l'intervention d'un glaucome à angle ouvert couplé avec une cataracte. Attention, il y a des images de chirurgie. Cette patiente de 76 ans souffre d'une cataracte et d'un glaucome. Sa pression intraoculaire n'étant pas absolument maîtrisée, on va profiter de l'intervention de la cataracte pour y associer une chirurgie du glaucome et réaliser ce qu'on appelle une chirurgie combinée. Cette opération combinée se fait sous anesthésie locale. La chirurgienne ophtalmologue commence par s'occuper de la cataracte. Vous voyez là, la pupille est dilatée. J'ai juste fait ma petite incision. Et là, je réalise ce qu'on appelle un capsulorhexis, c'est-à-dire que je fais un rond au niveau de la capsule antérieure du cristallin. Avec de l'eau, je vais désolidariser l'intérieur du cristallin de la capsule, justement. Vous voyez la vague normalement qui passe. Voilà. Puis, grâce à cette sonde, la chirurgienne pulvérise et aspire le cristallin malade. Je peux vous demander l'implant, du coup? On l'a peut-être déjà? Madame, vous êtes absolument parfaite. Je continue, vous pouvez ressentir une petite pression. Et puis là, vous voyez l'implant, il se déploie gentiment dans l'œil pour reprendre la place du cristallin initial. La chirurgie de la cataracte est maintenant terminée. La chirurgienne peut s'occuper du glaucome de la patiente. Laissez-vous faire, vous regardez juste légèrement vers le bas, vous voyez, c'est super. Et là, donc, je vais désinsérer la conjonctive, qui est donc cette tunique transparente qui recouvre le blanc de l'œil. Donc, nous y voilà. Je vais commencer à réaliser mon premier volet. Donc, je fais une incision au niveau de la sclère. Afin de permettre à l'humeur aqueuse de s'échapper et de diminuer ainsi la pression de l'œil, la chirurgienne réalise 2 petits volets à différentes profondeurs pour accéder au canal de Schlemm. Ah là, c'est super délicat parce que je cherche à ouvrir ce qu'on appelle le canal de Schlemm, qui est donc une structure toute petite. C'est la zone qui empêche, si vous voulez, l'évacuation normale de l'humeur aqueuse. Là, je l'ai ouvert. On est sur le point stratégique, en fait. C'est la membrane trabéculaire. Toute la difficulté va consister à peler cette membrane sans perforer. Vous voyez, on voit déjà de l'humeur aqueuse qui sort. Là, vous sentez que je vous touche, ma jolie. Bougez pas. J'enlève mon volet profond. Et puis, je referme gentiment. À l'aide de fils très fins, la chirurgienne fixe ce volet dans la bonne position. L'eau, quand il y aura trop de tension dans l'œil, va passer et va aller nourrir cette structure-là, va passer en dessous de ce petit toit. Et moi, je vais réappliquer la conjonctive de manière à ce que cette bulle, cette fameuse bulle, se forme. Comment ça va pour vous, madame? Je suis en train de finir, là. Vous avez été exemplaire, madame. L'opération est maintenant terminée. Elle a duré une 40aine de minutes. Cette patiente devra mettre des collyres anti-inflammatoires. Elle reviendra dans les prochains jours pour contrôler la bonne installation de la bulle de filtration. Bon, je vous félicite à nouveau, ma jolie. Merci. Je vous revois la semaine prochaine. Oui. Portez-vous bien. Une chirurgie effectivement très très impressionnante, très très précise. Juste, on a du mal à se dire que ce petit trou là ne va pas se reboucher finalement. Mais effectivement, l'organisme va considérer que c'est quelque chose de pas du tout physiologique, que l'on fasse un trou comme ça, une soupape de sécurité sur le blanc de l'œil qui se draine sous la conjonctive, c'est pas du tout quelque chose que l'on voit dans la nature. Et donc, tout le boulot de l'ophtalmo et du patient par la suite, ça va être de se revoir régulièrement pour vérifier que ça ne cicatrise pas trop vite et éventuellement faire des retouches, soit en consultation, soit bloc opératoire. Ce que j'appelle retouches, oui. C'est-à-dire qu'on va, soit par du laser en consultation, soit éventuellement en bloc opératoire, on va aller injecter des petits produits anti-cicatrisants dans ces zones-là et réamorcer l'effet de soupape, l'effet de pompe qui se passe, qu'il y ait toujours un flux d'humeur aqueuse qui se fasse, parce que si tout se bouche, à ce moment-là, la chirurgie n'a servi à rien. Vous, Isabelle, vous avez bénéficié de ce type de chirurgie? Oui.
Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Plus de gouttes après? Comment? Plus de gouttes après? Si, encore, parce qu'en fait, c'est pas une science exacte. À gauche, mon œil gauche a encore un peu de tension, donc j'ai encore une goutte à gauche, mais à droite, plus du tout. Et ça s'est très bien passé. Il faut avoir une confiance entière en son ophtalmo. J'imagine, oui. Il faut être très proche, voilà. Et puis, il faut faire attention en post-opératoire. Les suites post-opératoires sont délicates, donc voilà. Il faut rester tranquille, il ne faut pas trop bouger. On voit bien que les sutures sont délicates, donc il faut vraiment laisser que ça cicatrise tranquillement. Et vous avez eu, vous, la chirurgie de la cataracte dans un deuxième temps? Ah bah oui, parce que le glaucome a déclenché ensuite une cataracte. Donc là, je sors d'intervention de la cataracte. Et ça va bien aussi? Et ça va bien aussi. On nous demande si tous les glaucomes peuvent ou pas être opérés. On nous souhaite une bonne année, que l'on évidemment transmet. Est-ce qu'ils peuvent tous être opérés, les glaucomes? Quand il y en a besoin, évidemment. Oui, dans ce cas-là, oui. Alors après, il y a des glaucomes qui vont être un petit peu plus exotiques que ces deux simples glaucomes dont on parle, à angle ouvert ou à angle fermé. Mais dans tous les cas, on a toujours des solutions, soit médicales au début, soit chirurgicales, si on en a besoin. Pas de contre-indication formelle de chirurgie du glaucome? Non, pas que je sache. Est-ce qu'une opération de la cataracte peut diminuer la tension oculaire, nous demande Marie? Effectivement, on a constaté qu'après des interventions de cataracte, régulièrement, on avait des pressions intraoculaires qui étaient un petit peu abaissées. Donc ça peut être par plusieurs mécanismes, notamment par le fait que le cristallin prend beaucoup de place dans l'œil, et donc en le retirant, en mettant un implant qui va être beaucoup plus petit, ça va permettre que l'angle soit un petit peu plus grand pour que l'humeur aqueuse se résorbe mieux. Quels sont les bienfaits du CBD, donc le cannabis thérapeutique, dans le traitement du glaucome? Alors, le cannabis thérapeutique, c'est une question qui revient depuis très longtemps, qui a été à la mode. Et donc le cannabis thérapeutique, effectivement, il a un effet sur la pression intraoculaire. La pression intraoculaire diminue quand on administre ça, mais après, il va avoir d'autres effets secondaires qui font qu'on ne l'utilise pas. Et qu'on privilégie tous les autres traitements de notre arsenal thérapeutique, notamment qu'il va faire diminuer un petit peu la pression de perfusion du nerf optique, c'est-à-dire que le nerf optique va recevoir moins d'oxygène et donc au final on va être aussi toxique que ce qu'on apporte davantage. D'autre part, le cannabis, il faut savoir qu'on n'arrive pas à le solubiliser dans de l'eau actuellement, et donc on le solubilise dans de l'huile, dans des solutions huileuses. Et c'est très, très désagréable à instiller dans un œil, et ce qui fait qu'on ne l'utilise pas du tout. On a plein d'autres solutions qui marchent beaucoup mieux. Je suis traité pour un glaucome sans pression. Est-il vrai que la caféine occasionne une élévation temporaire de la tension oculaire? Effectivement, la caféine, alors je pense qu'un seul café n'aura pas d'incidence, mais quelqu'un qui est grand consommateur de café peut avoir des petites variations de pression intraoculaire. Mais évidemment, ça va être surtout la pression artérielle sur laquelle va jouer la caféine. Matt nous pose une question pour sa fille qui a 10 ans. Elle a eu un décollement de la rétine en mai dernier après une griffure de chat. Est-ce qu'elle a plus de risques d'avoir un glaucome? Non, pas de rapport. Pas de suivi particulier pour le glaucome? Enfin, tout dépend du type de chirurgie qu'elle a eu. Et on peut observer des glaucomes post-chirurgicaux, mais a priori non. Il faudra la dépister de toute façon régulièrement pour le suivi de sa rétine, et à cette occasion, l'ophtalmo vérifiera toujours sa tension. J'ai un glaucome chronique depuis 3 ans et après les rapports sexuels, ma vue baisse énormément, puis se rétablit. Est-ce que c'est lié? Vous êtes sexologue, rappelez-nous. Oui, exactement. Bien sûr. Tout dépend s'ils font la position du chien tête en bas pendant la chirurgie. Ah, mais c'est ça. Il n'y a pas que le yoga, en fait. Au-delà des rapports sexuels, un rapport entre la tension oculaire et le sport, pas du tout? Non, pas que je sache. Vous êtes suivi à quel rythme maintenant? 2 fois par an, en fait. D'accord. Et puis si je ressens, parce que moi je ressens un peu les hausses de tension, donc si je ressens une petite augmentation de tension, je prends rendez-vous et voilà, j'ai accès assez facilement à un rendez-vous pour contrôle. Est-ce qu'on peut rappeler qu'il n'y a pas de lien entre une pression artérielle élevée et une pression oculaire élevée? Exactement, oui. Okay. C'est quand même important Exactement, pour le dépistage, oui, on peut avoir une pression normale. Heureusement, on croise beaucoup de patients qui sont hyper tendus, qui ont des chiffres très haut de pression artérielle et que cela n'a aucun rapport avec le glaucome et la pression intraoculaire, effectivement. Et l'inverse exact, pareil, c'est pas parce qu'on a une tension artérielle normale qu'il ne faut pas se faire dépister. Ah oui, bien sûr. Ce sont deux choses totalement indépendantes et les deux sont importantes à surveiller.
Merci beaucoup Merci. à tous les deux d'être Merci venus beaucoup. pour toutes ces précisions. Un petit appel à témoin, Régis. Oui, vous avez souffert d'apnée du sommeil. Quels signes vous ont alerté? Comment avez-vous été traité? Venez nous dire tout ça sur le plateau de Le Docteur pour vous nous raconter votre parcours. 01 58 88 85 21. Voilà, et demain dans Le Docteur, on répond à toutes vos questions sur les douleurs chroniques. D'ici là, passez une très belle après-midi et encore une très belle année 2020. Excellent après-midi.